Mesdames et messieurs les députés, merci de m'avoir invité à intervenir devant votre commission et de contribuer à vos travaux. L'espace est devenu aujourd'hui un enjeu central des relations internationales dans un contexte géopolitique dégradé, marqué par le retour des affrontements entre grandes puissances, l'affaiblissement du multilatéralisme et une instabilité économique croissante. L'espace est désormais le théâtre d'une confrontation aux dimensions multiples. Sur le plan économique, l'émergence de SpaceX a profondément transformé le secteur spatial. Fortement soutenue par un programme américain ambitieux, l'entreprise a réussi à intégrer toute une chaîne de valeur, depuis la fabrication de lanceurs jusqu'aux terminaux, en passant par la fabrication de satellites, et a doté son dirigeant Elon Musk, par ailleurs proche de Donald Trump, d'un véritable poids géopolitique. Cette montée en puissance de SpaceX coïncide avec l'essoufflement de marchés traditionnels, comme celui des satellites géostationnaires, historiquement dominés par l'Europe. Sur le plan militaire, des manœuvres hostiles dans l'espace sont régulièrement constatées, poussant les grandes puissances à adapter leurs doctrines et leurs institutions. La distinction entre capacités civiles et militaires tend ainsi à s'effacer. Enfin, signe d'un accroissement de la compétition, la nouvelle course à la Lune aujourd'hui engagée symbolise la rivalité stratégique et technologique entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, les piliers traditionnels de la puissance spatiale européenne, basés sur la science, la coopération internationale et le développement commercial, se sont fortement érodés. L'industrie spatiale européenne souffre aujourd'hui d'une commande publique trop faible et d'un sous-investissement chronique. Elle fonctionne aujourd'hui à deux vitesses. D'un côté, une filière mature, mais fragilisée par les mutations rapides que je viens de décrire, et de l'autre, un écosystème de start-up et de petites entreprises encore en structuration, innovants, mais trop dispersés pour répondre à court terme aux besoins critiques du continent. Or, l'espace n'est pas une fin en soi. Il s'agit d'un outil stratégique au service d'objectifs politiques. 3 d'entre eux me semblent aujourd'hui prioritaires. Un des objectifs politiques de court et moyen terme sera de décourager la Russie de poursuivre ses attaques sur l'Europe. La guerre que mène la Russie contre l'Ukraine a simultanément démontré le danger que représente l'expansionnisme de Vladimir Poutine et la nécessité de disposer de moyens satellitaires pour mener efficacement un nouveau type d'opération militaire. Les besoins en connectivité, en navigation et en renseignement des armées européennes devraient être décuplés à l'avenir, nécessitant la mise en place de nouvelles infrastructures spatiales, probablement sous la forme de constellations. Cet objectif pourrait être atteint par la mise en place au niveau européen de grands projets structurants sur le long terme, permettant ainsi de fournir la visibilité nécessaire à l'industrie pour son développement. Au niveau de la navigation, le programme Galileo, qui est déjà opérationnel, devrait être maintenu et poursuivi. Pour les télécommunications, le projet Iris-Carré offrirait les capacités nécessaires aux armées européennes dans les communications à fort débit et faible latence nécessaires aux exigences du combat moderne. Dans le domaine du renseignement, qui est probablement le moins développé aujourd'hui en Europe, de nouveaux projets pourraient être envisagés. De grands programmes tels que ceux-ci nécessiteraient sur le long terme des engagements financiers conséquents. Un second objectif consisterait en une plus grande autonomisation de l'Europe pour ses besoins spatiaux. L'autonomie de l'Europe impliquerait non seulement des engagements financiers importants, mais nécessiterait aussi une évolution des règles de la commande publique. Les satellites européens critiques devraient, selon cette logique, être majoritairement fabriqués en Europe et lancés depuis l'Europe par des lanceurs européens. La même logique devrait prévaloir pour des fonctions critiques comme la surveillance de l'espace et l'exploitation des données spatiales. Cet objectif est tout à fait accessible techniquement, l'Europe disposant de capacités sur l'ensemble de la chaîne de valeur spatiale. Le troisième objectif concernerait l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de valeur spatiale, afin de garantir les meilleures capacités au meilleur prix. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de clarifier la gouvernance spatiale européenne entre les différentes institutions qui la composent, afin d'éviter des duplications inutiles entre l'Union européenne, autorité politique, et l'Agence spatiale européenne, qui dispose de précieuses compétences techniques. Flexibiliser la règle du retour géographique de l'Agence spatiale européenne pourrait s'avérer bénéfique afin d'assurer le meilleur retour sur investissement possible pour les grands projets européens. De même, la création de champions européens du spatial pour faire face à de grands acteurs très intégrés pourrait être encouragée. Mesdames et messieurs, les défis auxquels fait face l'industrie spatiale européenne sont immenses et le risque de déclassement apparaît aujourd'hui réel. Ces défis représentent également une formidable opportunité pour l'Europe de démontrer son savoir-faire inégalé dans le domaine spatial. Il appartient désormais à l'Europe de faire de l'espace non pas seulement un secteur économique parmi d'autres, mais un véritable levier stratégique au service de sa sécurité, de sa compétitivité et de la souveraineté du continent. Je vous remercie.